Je vous remercie, Absatou. Je voudrais, à l'entame de mon propos, rendre grâce à Dieu qui nous a permis de nous retrouver ici, remercier le Parti socialiste pour son hospitalité et que l'ASG accepte aujourd'hui de faire de sa maison la maison de la coalition Diam ak Njariñ. Je voudrais remercier aussi tous les responsables politiques, les leaders ici présents. Les conditions sont un peu difficiles. Je pensais que les questions d'électricité étaient derrière nous, mais nous l'avons vécu. Il y a encore des difficultés. Je pense que très certainement, on va les dépasser très très bientôt. Donc, c'est aussi pour moi l'occasion de présenter mes excuses aux journalistes venus nombreux couvrir cette conférence de presse. Enfin, avant de démarrer, je voudrais demander à mes camarades, mes jeunes camarades, de rester calmes, car il s'agit d'une séance de travail. C'est vrai que nous sommes tous politiques, nous pouvons nous exprimer, c'est vrai, mais pour la circonstance, je vous demanderai de garder le calme pour permettre aux journalistes de poser des questions, mais aussi nous permettre de bien répondre. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, avant toute chose, permettez-moi d'exprimer ma profonde solidarité envers nos compatriotes victimes des intempéries, notamment le long du fleuve Sénégal. Mes pensées vont aux familles qui ont perdu des proches, aux communautés touchées, ainsi qu'à tous ceux qui font face à cette situation difficile. Dès le 17 septembre, j'avais alerté sur l'urgence d'une action responsable et coordonnée. D'une part, du gouvernement face à ces conditions météorologiques extrêmes, j'avais insisté sur la nécessité de mobiliser toutes les ressources du pays pour répondre efficacement à cette crise. Aujourd'hui, il est impératif que ces actions soient menées avec rigueur pour protéger nos populations et prévenir de nouvelles tragédies. Mesdames et messieurs de la presse, je me tiens devant vous aujourd'hui pour m'adresser directement aux Sénégalais, car il est de mon devoir et de ma responsabilité de mettre en lumière les réalités que traverse notre pays. Depuis que les nouvelles autorités sont en place, il y a maintenant 6 mois, j'ai choisi librement de garder le silence. Mais un silence qui n'est pas du tout de l'indifférence. J'ai volontairement refusé de multiplier les interventions publiques pour leur laisser le temps de s'installer, de prendre connaissance des dossiers et surtout de présenter leur vision pour sortir le Sénégal des difficultés croissantes auxquelles il est confronté. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais revenir sur l'élection présidentielle passée. Et je tiens tout d'abord à renouveler mes sincères remerciements aux Sénégalais et aux Sénégalaises qui m'ont accordé leur confiance. En tant que candidat de la majorité sortante, j'avais fait preuve de la plus grande loyauté, j'avais mené ce combat avec détermination, toujours guidé par l'intérêt supérieur de notre pays. Nous avions fondé notre démarche sur la paix,
la stabilité et la concorde, des valeurs essentielles pour notre nation. Malgré les accusations grotesques de corruption des juges du Conseil constitutionnel et toutes les tentatives de déstabilisation, j'avais continué à agir avec droiture et fidélité à mes principes. Pour ma part, je n'ai jamais posé un seul acte de déloyauté. J'ai toujours respecté mes engagements et assumé mes responsabilités. Aujourd'hui, les Sénégalais savent qui a trahi qui. C'est dans ce contexte que je me tourne maintenant vers les élections législatives à venir. Et malgré tout ce qui s'est passé, j'ai fait le choix, pour l'intérêt supérieur du Sénégal, de m'engager dans cette nouvelle bataille, aux côtés d'autres partis politiques et d'autres coalitions. Cela inclut même notre ancienne coalition, où certains membres, lors de la présidentielle, avaient refusé de s'investir pleinement, voire même travailler contre le candidat de notre camp. Ce choix, je l'assume pleinement. C'est un sacrifice que j'accepte, car au-delà des désaccords et des divergences personnelles, c'est l'avenir de notre pays qui doit toujours primer. Pour bâtir cette intercoalition, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour parvenir à un accord global, couvrant tous les départements. Malheureusement, les exigences divergentes des uns et des autres n'ont pas permis d'aboutir à un consensus total. Toutefois, nous avons réussi à conclure des accords partiels. Les discussions se poursuivent. Je compte bien respecter scrupuleusement mes engagements, car pour moi, la parole donnée est sacrée et l'intérêt de la nation reste au-dessus de toute autre considération. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, aujourd'hui, il est clair que nous sommes dirigés par un gouvernement qui n'arrive pas à prendre la pleine mesure des enjeux. Depuis son installation, qu'avons-nous vu du surplace, du pilotage à vue, des promesses sans lendemain, surtout l'absence de solutions concrètes pour répondre aux préoccupations urgentes de notre peuple. Et pendant ce temps, les problèmes persistent et s'aggravent. Au lieu de s'attaquer aux vrais défis, aujourd'hui, la menace, l'intimidation et la division sont érigées en principe. Les autorités cherchent à faire taire les voix discordantes plutôt que de rassembler et de construire un avenir commun. Le peuple sénégalais mérite mieux que cela. Le pouvoir ne s'exerce pas dans la peur ou la contrainte. Le pouvoir s'exerce dans le dialogue, la concertation et l'action au service du bien commun. En République et en démocratie, le pouvoir s'exerce par la persuasion et non par la terreur. Mesdames, Messieurs de la presse, chers compatriotes, ces derniers jours, des accusations graves ont été portées contre ma personne. Je ne suis pas ici pour m'engager dans des polémiques, ni répondre par l'invective. Parce que les attentes du pays sont ailleurs. Je dois néanmoins rétablir la vérité, avec sincérité et sérénité, et rappeler les faits, rien que les faits. Tout au long de ma carrière,
J'ai toujours servi le Sénégal avec rigueur, transparence et intégrité. Aucun acte, aucune écriture ne peut m'être imputée dans quelque gestion frauduleuse ou malversation que ce soit. S'il vous plaît. Je dis bien, aucun acte, aucune écriture ne peut m'être imputée dans quelque gestion frauduleuse ou malversation que ce soit. Et je le dis avec foi, fermeté et solennité. Je n'ai jamais été épinglé dans aucun rapport d'audit. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai servi mon pays dans le respect strict des règles de bonne gouvernance. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Aujourd'hui, certains m'accusent sans apporter la moindre preuve concrète. Il est facile d'accuser sans fondement, mais la vérité demeure. Je n'ai jamais falsifié les statistiques budgétaires. Et je nourris un doute profond sur la véracité de ces allégations. Il m'a été reproché des faits prétendument couverts par un rapport d'audit sur la période 2019-2023. Je tiens à rappeler une évidence. De 2019 à 2023, je n'étais plus ministre de l'économie et des finances. Mon passage au ministère des Finances s'est terminé le 6 avril 2019. Alors qu'on m'explique comment pourrais-je être tenu pour responsable des faits qui se sont produits à une époque où je n'étais pas aux commandes du ministère des Finances. Ces accusations, me semblent, sont non seulement infondées, mais sont révélatrices d'une volonté délibérée de nuire ou de désinformer. L'honnêteté intellectuelle et la rigueur devraient être les bases du débat. Ce qui est attendu du gouvernement, c'est de répondre aux besoins du peuple sénégalais et non de se livrer à un jeu de diversion. Je les invite à sortir des querelles et à se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire gouverner pour le bien de notre pays. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je tiens aussi à préciser clairement, depuis mon entrée dans le gouvernement en septembre 2013, aucun terrain ne m'a été attribué, aucun immeuble, aucun appartement, aucune villa de l'État ne m'a été cédée ou octroyée sous quelque forme que ce soit. Ces accusations d'accaparement de biens publics me concernant sont injustifiées et relèvent de la pure calomnie et du dénigrement. Je n'ai jamais détourné les biens de l'État, ni failli à ma mission de service public. Dans la position où j'étais et dans l'organisation qu'il y avait au niveau de ce ministère, ce n'était même pas possible. En tant que serviteur de l'État, je n'ai jamais menti au peuple sénégalais, ni cherché à me dérober à mes responsabilités. Ce parcours, je l'ai mené avec honnêteté et j'ai la conscience tranquille. Ces accusations apparaissent dans un contexte particulier, celui de la préparation d'une campagne électorale, où on cherche à semer la confusion, discréditer ceux qui, comme moi,
ont consacré leur vie au service de la nation. Mais je tiens à être clair. Rien ne m'empêchera, à part le bon Dieu, d'aller à la rencontre des Sénégalais pour défendre ma vision et mon engagement pour le pays. Je continuerai à travailler avec la même détermination pour notre peuple, avec la foi inébranlable en la transparence et l'intégrité. Je le ferai en respectant l'ensemble des lois et règlements de ce pays. Mesdames et messieurs de la presse, mes chers compatriotes, il est essentiel de rappeler les faits et de dresser un bilan objectif de mon passage à la tête du ministère des Finances. J'ai eu l'honneur d'être un des artisans du plan Sénégal émergent, en particulier de son premier plan d'action prioritaire. Ce plan a marqué un tournant décisif de notre économie en renforçant le cadre macroéconomique et en créant une dynamique de croissance forte et soutenue sur 5 années consécutives. Grâce à cette trajectoire, le produit intérieur brut du Sénégal avait enregistré une hausse moyenne de 6% sur la période 2014-2019, 6,6% sur la période 2014-2018. Contrastant avec la période 1980-2013, où la croissance moyenne était de 3%. Jamais notre économie ne s'est mieux comportée. Le produit intérieur brut était de 9 775 en 2014 et 13 197 en 2019 quand j'ai quitté le ministère des Finances. Ces données sont incontestables et sont encore publiques sur le site de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Je tiens aussi à préciser qu'au jour de ma passation de service, à savoir le 15 avril 2019, j'ai laissé en trésorerie auprès de la Banque centrale près de 270 milliards de francs CFA, tels que consignés dans le procès-verbal de passation de service, un peu plus de 500 millions d'euros. En matière de finances publiques, les résultats parlent d'eux-mêmes. Les recettes budgétaires, preuve de la performance de nos administrations financières et de la vitalité de notre économie, ont connu une croissance continue. Elles sont passées de 2 345 milliards en 2012 à 4 000 milliards en 2018. Nous avons su mobiliser l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers et maintenir une situation financière maîtrisée et un endettement efficient. En 2012, la dette de l'administration centrale était de 4 958 milliards, soit 3 318 milliards de dettes extérieures à long terme et 1 280 milliards de dettes intérieures. En 2019, quand j'ai quitté le ministère, elle était de 7 825 milliards, soit 7 173 milliards de dettes extérieures et 652 milliards de dettes intérieures. Enfin, c'est durant cette période que nous avions pu obtenir la notation que nous venons de perdre. Cette notation, je l'avais négociée moi-même avec les services du ministère de l'Économie et des Finances. Ça veut dire qu'on est retourné là où on était, du point de vue de la perception des agences de notation et de la communauté internationale. Mais ce sont des questions qui peuvent être réglées en travaillant. Malgré tout ce qui peut nous opposer, je tiens à saluer toute initiative visant à projeter notre pays dans l'avenir.
en tant qu'un des artisans du plan Sénégal émergent, j'ai contribué à mettre en place une stratégie de développement qui a permis au Sénégal de connaître des progrès significatifs en termes de croissance économique, de renforcement des infrastructures et d'amélioration des conditions de vie. Il est essentiel de continuer à construire ces bases solides. Sur ces bases solides, je ne suis pas surpris de voir des similitudes entre la vision 2050 et le plan Sénégal émergent d'une part, ni avec ma déclaration de politique générale ou encore certaines de mes propositions de campagne d'autre part. La vision 2050 reprend largement les bases établies par le PSE à travers ces 3 axes. Cette vision de développement que j'ai pilotée entre 2014 et 2018 en tant que ministre des Finances a permis au Sénégal d'entrer dans une dynamique de croissance soutenue et de transformation économique. Je tiens donc à féliciter le gouvernement sur cette vision 2050 qui n'est rien d'autre que la poursuite du plan Sénégal émergent. Et c'est ça l'État aussi. L'État est une continuité. C'est ça l'État, la continuité de l'État. Je félicite les cadres qui ont travaillé là-dessus. J'en ai vu beaucoup qui ont travaillé avec nous dans la mise en place du Sénégal émergent et qui continuent en tant que fonctionnaires, tout comme des experts qui ont travaillé. Je pense que c'est la continuité. Il faut, de ce point de vue, créer les conditions de sa mise en pratique. Cela dit, les grandes visions comme le PSE ou la vision 2050 ne doivent pas se limiter à des discours. Elles ne seront crédibles que si elles s'appuient sur des actions concrètes et des résultats tangibles. Or, la situation budgétaire décrite par le Premier ministre actuel, si cette situation est avérée, il est évident alors que la mise en œuvre de la vision 2050 connaîtra du temps pour être lancée. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, on m'accuse aussi d'être un fonctionnaire milliardaire. Soyons clairs. Je ne possède pas la richesse qu'on me prête. Je n'en ai nullement besoin. C'est vrai que je partage le peu que j'ai. Mon parcours, mon travail acharné et ma compétence m'ont permis de bien gagner ma vie. Comme cela aurait été le cas pour tout honnête serviteur de l'État qui aurait eu la même trajectoire que moi. J'ai gravi les échelons au mérite. Depuis mes débuts comme inspecteur des impôts, commissaire contrôleur des assurances, inspecteur vérificateur, jusqu'à mes fonctions de chef de centre des grandes entreprises, directeur des impôts, avant de devenir directeur général des impôts et des domaines pendant 7 ans. Ensuite, j'ai eu l'honneur de servir mon pays comme ministre de l'économie, des finances et du plan pendant 6 ans, puis comme ministre des Affaires étrangères et enfin comme Premier ministre. Dans chacune de mes fonctions ou de mes missions, j'ai toujours mis l'intérêt du Sénégal au-dessus de tout. J'ai formé des générations d'inspecteurs, oui, dont l'actuel Premier ministre. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît,
il y a au moins, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il y a au moins 10 promotions d'inspecteurs des impôts que j'ai formés. Il y a au moins 10 promotions que j'ai formées, que j'ai enseigné à l'ENA pendant 10 ans. Mais parallèlement aussi, j'ai enseigné à la Banque centrale, au COFEP, où j'ai vu beaucoup de cadres du secteur financier passer entre mes mains. J'aimais la formation et j'aimais l'enseignement et je partageais le peu que je connaissais. Naturellement, mon parcours m'a permis de percevoir des revenus proportionnels aux responsabilités exercées. Ceux qui me critiquent aujourd'hui sont au pouvoir pour l'essentiel. Je les invite à publier les revenus qu'ils ont perçus tout au long de leur carrière. Ils ont accès aussi à mes revenus, aux impôts, à la direction de la solde ou à la primature. Et publient. J'ai aucun problème à ce niveau. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, fort de mes principes et des valeurs religieuses et culturelles que nous partageons, je resterai ferme et engagé dans mes convictions, comme du reste. Je l'ai toujours été. Je le fais néanmoins avec sobriété, avec tact. Eh bien, sachez que si le courage, c'est refuser de s'abaisser aux attaques personnelles et aux insultes, si le manque de courage, c'est s'abstenir de polémiquer avec ceux qui, faute d'arguments solides, s'en remettent aux calomnies, alors manque de courage. Le manque de courage, c'est refuser de se laisser entraîner dans les disputes inutiles. Si le manque de courage, c'est choisir le silence face aux diffamations et rester concentré sur les enjeux réels de notre pays, oui, je manque de courage. Mais si avoir du courage, c'est défendre ses principes, même dans l'adversité, et se tenir droit face aux épreuves, si avoir du courage, c'est servir son pays avec abnégation et protéger les intérêts publics avec intégrité, alors je suis sans aucun doute l'un des plus courageux d'entre nous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que le plus fort d'entre nous n'est pas celui qui terrasse l'autre. Ce n'est pas celui qui se bat avec les autres, mais c'est bien celui qui maîtrise sa colère. Ce principe, suivi par nos vénérés guides religieux, nous montre la voie. Si être courageux, c'est avancer résolument vers les objectifs qu'on s'est librement fixés. Si être courageux, c'est œuvrer pour la paix, la stabilité, la cohésion et l'unité du peuple, alors je suis sans conteste et de loin l'un des plus courageux d'entre nous. Parce qu'en définitive, c'est bien ce dont notre pays a besoin aujourd'hui, la paix, la stabilité et l'unité pour construire un avenir prospère. Croyez-moi, ce n'est pas dans les querelles ni les divisions que notre nation trouvera son salut. Je l'avais bien dit et je le répète, notre véritable bataille aujourd'hui, c'est celle contre la pauvreté, contre les inondations qui frappent nos villes et villages, contre les accidents de la route qui endeuillent nos familles, contre l'immigration irrégulière avec son lot de tragédies. Notre combat, c'est aussi contre la vie chère, contre le chômage et contre les pertes d'emplois qui affectent notre jeunesse et nos travailleurs, contre la fragilisation du secteur privé. Mesdames et messieurs de la presse,
chers compatriotes, j'invite le gouvernement à assumer ses responsabilités, à faire preuve d'humilité. Le progrès ne viendra pas de simples promesses, mais de politiques réfléchies, basées sur des données probantes et mises en œuvre de manière transparente et responsable. Gouverner, ce n'est pas accuser. Gouverner, c'est décider et agir. Gouverner, c'est affabuler. Gouverner, c'est donner l'exemple. Égaler. À ne pas se laisser tromper par des discours de division ou de dénigrement. Notre pays a besoin de dirigeants qui respectent la vérité, des dirigeants capables de répondre aux aspirations de notre peuple avec compétence, vertu et empathie. Mesdames et messieurs, nous sommes à un moment crucial de notre histoire. Les populations doivent reprendre le pouvoir, car il leur appartient. Il est essentiel de ne pas permettre au pouvoir actuel de monopoliser tous les leviers de décision. Je vous le dis sans détour, il nous faut une majorité à l'Assemblée nationale. Le Sénégal a besoin d'une représentation forte, indépendante et capable de proposer des alternatives solides pour sortir de l'impasse actuelle, mais surtout de les mettre en œuvre immédiatement. Nous avons l'occasion historique d'apporter des correctifs pour une trajectoire apaisée et réussie de notre nation. Les prochaines élections législatives nous en donnent l'opportunité. En tant que républicain, je reste profondément attaché à la paix et à la stabilité de notre pays. Mais la paix ne peut exister sans justice, sans respect des libertés et sans une véritable vision du développement. À chaque fois que notre démocratie a été menacée, le peuple a su se lever pour défendre ses droits et son avenir. Le moment est venu pour le peuple sénégalais de se faire entendre à nouveau pour garantir un avenir de paix, de prospérité et de stabilité pour tous. Je vous remercie de votre aimable attention.